Comme je disais, je vais juste faire quelques mots avant de passer le micro à M. Watt. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étude de Ndongo Samasila sur la question cruciale de l'emploi. Comme on le sait, cette question d'emploi, c'est le casse-tête permanent des dirigeants africains et peut-être au-delà des dirigeants africains, surtout avec la crise du système néolibéral. C'est des millions de personnes qui aujourd'hui ont perdu leur emploi ou alors ont des emplois précaires. Ce n'est pas seulement spécifique à l'Afrique, mais c'est un phénomène mondial. Mais chez nous, en Afrique, et surtout au Sénégal, le problème du chômage, le problème du sous-emploi, surtout des jeunes, se traduit par ce qu'on appelle l'immigration irrégulière ou clandestine, entre guillemets. Et malheureusement, l'actualité de ces jours nous donne des exemples qui font très mal au cœur, avec des centaines de jeunes qui auraient quitté Kafountine vers les côtes espagnoles, plus de 300, certains ont déjà perdu la vie. Des jeunes qui ont perdu la vie à Saint-Louis, à Rufisque, sur la petite côte, et d'autres peut-être qu'on ne connaît pas encore. Des centaines de Sénégalais qui sont dans des prisons au Maroc, peut-être en Libye, et des milliers de jeunes Africains qui ont perdu la vie dans la Méditerranée ou dans le désert du Sahara. Tout ça à cause de la question du chômage, qui est un fléau, parce que si on ne travaille pas, évidemment, on est en proie à toutes les calamités possibles, pas seulement les maladies, mais toutes sortes de problèmes. Mais le problème de nos pays, c'est surtout la nature extravertie de nos économies. Nous ne vendons pratiquement, pour ainsi dire, que des matières premières. On ne crée pas beaucoup d'emplois. Et les politiques, les modèles hérités de la colonisation ont été renforcés par les programmes imposés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Vous vous souvenez, il y a juste un mois et demi bientôt, au mois de mai, le Sénégal a signé un nouvel accord avec le Fonds monétaire international. Alors, qui dit accord avec le Fonds monétaire international dit pratiquement ajustement. Quand on dit réforme, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire, c'est des pertes d'emplois en perspective, c'est des hausses de prix des produits alimentaires et d'autres produits de grande consommation en perspective. Mais on fait croire que oui, le FMI, quand il vient, c'est parce que votre économie marche très bien. Ça n'a jamais existé dans aucun pays du monde. Alors les conséquences de cette crise de l'emploi, selon les Nations Unies,
plus de 700 millions de personnes, près de 10% de la population mondiale, ne mangent pas à leur faim. 700 millions. Des gens qui souffrent de famine chronique, qui ne mangent pas donc à leur faim. Et le continent africain, bien sûr, est celui qui est le plus affecté par cela. Selon toujours les Nations Unies, un Africain sur 5 ne mange pas à sa faim. Et 61%, plus de 6 Africains sur 10, souffrent d'insécurité alimentaire modérée ou sévère. Alors, en face de tout cela, nous préconisons un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut d'autres modèles qui soient en mesure de créer des emplois, qui soient en mesure de transformer sur place nos ressources, nos immenses ressources naturelles. Parce que Dieu a fait que l'Afrique regorge d'immenses ressources naturelles, d'immenses cours d'eau. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut. Mais ce sont les politiques, bien sûr, malheureusement, qui ne suivent pas. Et c'est dans ce contexte de changement de paradigme que se situe l'étude de Ndongo. Alors, Ndongo, on ne le présente pas dans cette enceinte, je dis, et même aujourd'hui en Afrique et au-delà, parce que sa réputation est allée au-delà des frontières de notre continent. Moi, je le considère comme sans doute l'un des jeunes penseurs africains les plus éminents aujourd'hui. Il s'intéresse à tout. Il n'est pas seulement économiste, il n'est pas seulement politologue, il n'est pas seulement sociologue. Il s'intéresse à tout. Et il a écrit des livres dont certains ont été traduits en anglais, et probablement qui seront traduits dans d'autres langues. Ces travaux sont cités un peu partout, comme l'étude qu'il va présenter tout à l'heure, qui a été citée par un document des Nations Unies sur le problème de l'emploi. Donc c'est pour dire la qualité de l'étude faite par Ndongo. Ndongo fait partie aujourd'hui de plusieurs cercles de réflexion et de think tank travaillant sur les différents défis de développement de l'Afrique et du Sud global. Le Sud global, c'est tout ce qui est contre le système impérialiste dominant, ou qui était dominant mais en voie de disparition ou d'effondrement. Après, donc, quand Ndongo aura fini de présenter, il y aura des commentaires de notre camarade Eliman Diouf, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes. Eliman, je crois que tout le monde connaît s'il a gravi les échelons jusqu'à être secrétaire général, c'est par le combat qu'il a mené, pas seulement au niveau de la CSA, mais pour le monde du travail. Et je disais tout à l'heure que sur la question de l'eau, on avait cheminé ensemble au moment de la privatisation ou du changement de propriété avec Bouygues. Voilà. Et donc c'est un grand plaisir de retrouver Eliman aujourd'hui. Après cela, il y aura Yankouba Sagna,
qui est membre du regroupement des diplômés sans emploi, un groupe de jeunes diplômés qui essaie de trouver les moyens d'insertion dans le tissu économique et social de notre pays. Et après cela, bien sûr, la séance sera ouverte aux questions-réponses et aux contributions. Donc nous avons le plaisir d'avoir M. Ndiouga Wade, secrétaire général adjoint de la CNTS, qui est venu représenter sa centrale et surtout le secrétaire général, M. Guiraud, qui est actuellement en tournée. Et donc nous sommes très honorés par votre présence, M. Wade. Et c'est vous qui allez conduire le reste de la séance. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les invités, chers participantes et participants, je voudrais tout d'abord, au nom de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, et à mon nom personnel, adresser mes vifs remerciements aux initiateurs de cette rencontre pour l'honneur qu'ils ont fait à notre Confédération pour modérer cette importante rencontre. C'est donc avec plaisir que je prends la parole pour prononcer des mots d'introduction sur ce sujet qui, il faut le reconnaître, constitue le problème commun des pays développés et en développement. L'emploi, et surtout celui des jeunes, est devenu une équation dans le monde et malgré toutes les politiques envisagées, le problème est resté presque entier. Est-ce le fait d'une mauvaise approche de la question? Est-ce du fait de l'inadéquation formation-emploi? Est-ce le fait de mauvaises politiques publiques pour l'emploi? Autant de questions auxquelles il faut impérativement trouver des solutions si nous voulons désamorcer cette bombe sociale. Ce n'est pas un hasard si l'Organisation internationale du travail, OIT, a choisi le thème « L'avenir du travail » à l'occasion de la célébration du 5e anniversaire de l'organisation. En posant la problématique du futur du travail, l'OIT a voulu mettre en avant les mutations en cours et à venir dans le domaine de la technologie, robotique, automatisation, télétravail, intelligence artificielle, etc., mais aussi de la nature et de la qualité du travail, de l'avenir des droits des travailleurs avec la précarité, l'adoption des CDD à la place des CDI, ainsi que de l'impact du changement climatique. Ainsi, le comité des experts mis en place a élaboré une déclaration qui reconnaît comme solution une approche de l'avenir du travail centrée sur l'humain, qui repose sur 3 domaines d'action prioritaires. Accroître l'investissement dans le potentiel humain, accroître l'investissement dans les institutions du travail et accroître l'investissement dans le travail décent et durable. Le mouvement syndical international s'est approprié le contenu de la déclaration et a proposé un nouveau contrat social qui appelle la mise en œuvre de politiques économiques et sociales inclusives capables de mettre fin aux injustices et inégalités du modèle économique mondial en cours. Ce nouveau contrat social doit être aidé par une protection du travail, une protection sociale universelle, le développement du capital humain, la formalisation de la relation de travail informelle, un programme transformateur en faveur de l'égalité des genres, la réforme du monde économique mondial en cours, une transition juste. La CNTS, à l'occasion de son 11e congrès, a choisi comme thème le futur du travail et l'avenir des syndicats en cherchant des réponses aux questions. Les découvertes des télécommunications, les innovations technologiques, la révolution numérique, la robotique, l'automatisation sont-ils au service de l'homme ou pour l'accumulation de capital? Sont-ils faits pour servir l'homme, contribuer à son bien-être et mieux-être, ou est-ce pour le bénéfice d'une minorité de capitalistes? Avons-nous des perspectives réelles de création d'emplois décents pour nos enfants et petits-enfants? Au Sénégal, les différents gouvernements ont pris des initiatives allant
de l'opération maîtrisable au programme Kayundawi, en passant par les différentes agences de promotion de l'emploi des jeunes, ANPEJ, OFEJBAN, la convention État-employeur, le programme école privée P2A, sans compter les agences de financement de l'auto-emploi comme la DREJ. Dans cette voie, les organisations syndicales n'ont jamais été en reste, parce qu'il faut rappeler que la fonction première du syndicat, c'est défendre l'emploi et participer à sa promotion. Plusieurs initiatives ont été menées par les syndicats, particulièrement la CNTS qui, dès les années 80, a initié des coopératives ouvrières de boulangerie, de teinturerie, a aidé à la mise en place d'une fabrique de glace à Ziguinchor, des permis irrigués dans les régions de Saint-Louis et Matam, financer l'achat de matériel pour la transformation de produits locaux pour les femmes du secteur de l'économie informelle à Kaolack, Fatick et Matam, avec la perspective d'en faire bénéficier les autres régions du Sénégal. Malgré tous les sacrifices, le problème reste entier et notre ferme conviction est que pour résoudre le problème d'emploi dans notre pays, il faut réindustrialiser le Sénégal par la transformation de nos ressources naturelles. Il n'est pas compréhensible que le Sénégal importe 90% de sa nourriture alors que nous avons des terres et beaucoup d'eau. Il n'est pas non plus compréhensible que 95% de ce que nous portons vient de l'extérieur alors que nous avons le meilleur coton. Nous pouvons en citer d'autres exemples. Alors l'État doit œuvrer à reprendre toutes les industries fermées à cause des politiques industrielles des années 80 imposées par la Banque mondiale et le FMI. Comme nous le constatons donc, la question de l'emploi est une équation à plusieurs variables et nous devons la solutionner si nous voulons freiner l'exode, l'immigration clandestine, la délinquance et autres. La rencontre d'aujourd'hui participe de cette volonté du docteur Ndongo Sambasila, de Rosalie Zambour, accompagné par Arcade, d'apporter sa pierre à l'édifice. Tout à l'heure, nous allons donner la parole pour son exposé. Tu as fait une introduction du programme, hein? Tu l'introduction, bien, c'est fait? Oui, je l'ai introduit déjà. Oui. Donc nous allons donner la parole aussitôt au docteur Ndongo qui va nous faire donc sa communication sur l'étude qu'il a eu à faire sur l'emploi. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ma présentation d'aujourd'hui, comme cela a été dit, part d'un document de travail publié au mois d'avril et qui a bénéficié de la collaboration active de 3 centrales syndicales, la CNTS, la CSA et la CNTS-FC. Je les remercie chacune pour leur apport important parce que cette étude, elle a l'heure. Une mention spéciale à notre camarade et pilier des samedis de l'économique Malexi, qui a grandement facilité mes échanges avec les centrales syndicales. Et un grand merci également à Dembo Moussa Dembélé qui m'a encouragé à poursuivre cette recherche et qui a rendu cette rencontre possible. Donc je suis très heureux de faire partie de ce panel avec les représentants des centrales syndicales. À cette fin, je recommande la mise en place d'une garantie d'emploi dans les pays africains, dans la même veine que les travaux inspirés de la théorie monétaire moderne, MMT en anglais, qui défendent sa désirabilité et sa faisabilité dans les pays du Sud. Toutefois, je vais insister sur l'importance d'adapter cet instrument de politique publique à des contextes où le sous-emploi est une réalité plus prégnante que le chômage au sens strict. Parce que le chômage au sens strict, c'est 0 heure ouvrée durant la période de référence. Donc, je vais mobiliser le cas du Sénégal pour mettre en évidence la pertinence de ce type de programme, les spécificités contextuelles qui devraient être prises en compte et la manière dont ce type de programme pourrait être mis en œuvre. Donc, je vais aborder 6 points préalables dans la limite du temps qui m'est imparti et j'aurai une illustration basée sur le Sénégal. Donc, le premier point, et ce n'est pas un point mineur, c'est qu'il y a une différence entre sous-développement et pauvreté. La plupart des pays que l'on considère généralement comme pauvres ne le sont pas objectivement parlant, c'est-à-dire lorsqu'on tient compte de leur potentiel économique. Ces pays dits pauvres disposent souvent de ressources humaines et matérielles abondantes, leur permettant d'assurer les conditions d'une vie décente à leur population. Seulement, la manière dont ils ont été insérés dans le système capitaliste, notamment durant la phase coloniale,
et les contraintes que leur impose le système économique et financier global ne leur ont pas permis jusque-là de mettre en valeur leur potentiel économique au service de leur population qui vivent dans la pauvreté pour la plupart. Ces pays dits pauvres sont en réalité sous-développés. Leur sous-développement se manifeste notamment par le gaspillage de la ressource économique la plus abondante à leur disposition, leur force de travail. Les travailleurs sont majoritairement au chômage ou dans des emplois peu productifs, alors qu'une minorité d'entre eux évoluent dans des emplois productifs de nature extractive qui répondent davantage aux besoins de l'étranger qu'à ceux de l'économie domestique. Pour ces pays, le défi du développement économique consiste en la résorption de la sous-utilisation de la main-d'œuvre à travers la création en masse d'emplois productifs. Tel est notamment le défi auquel le continent fait face. Mais le problème est que l'approche dominante fait de la création d'emplois un objectif dérivé de la croissance économique. Et ça, c'est mon point 2. Et cette approche ne peut pas résoudre le problème. Les gouvernements ont eu des intentions louables, ont fait quelques efforts, mais ça n'a pas permis de régler la question du chômage et des sous-emploi, notamment chez les jeunes. Leurs réponses jusque-là sont beaucoup trop timides par rapport à l'ampleur du problème. Souvent, leurs stratégies de promotion de l'emploi sont tributaires de l'idée discutable que dans les conditions actuelles, plus de croissance économique égale plus d'emplois décents égale moins de chômage. L'idée qu'un taux de croissance élevé du PIB réel, produit intérieur brut, doit se traduire par un rythme soutenu de création d'emplois dans le secteur moderne, qui vont à leur tour contribuer à réduire le taux de chômage, cette idée est erronée. Elle suppose la croyance en l'existence de ce que les économistes appellent la loi d'Okun, qui est un économiste. Donc cette loi d'Okun établit un lien entre le taux de croissance économique et la variation du chômage. Et en fait, cette loi d'Okun, en fait, elle ne marche pas empiriquement. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment dans le contexte des pays du Sud, et on voit que cette relation ne tient pas. Ce n'est pas parce que vous avez des taux de croissance économique élevés que ça suffit à réduire le taux de chômage. Et donc ça peut se comprendre dans le cas africain parce que souvent la croissance du PIB réel a été faible. Et donc elle s'est située à peine au-delà de la croissance économique, notamment durant la période des politiques d'ajustement structurel, c'est-à-dire entre 1980 et 2000. Et donc quand la croissance économique a été élevée, comme durant la période 2000-2015, où elle a été tirée par le boom des produits primaires, et aussi par une dynamique d'endettement en monnaie étrangère, cela n'a pas suffi à créer aussi des emplois décents qui ont pour réduire le chômage. Mais le problème, en fait, d'une croissance économique qui est tirée par les produits primaires et par l'endettement est que souvent, c'est porté par des projets qui sont intensifs en capital. Quand on dit intensif en capital, c'est-à-dire que ça emploie très peu de main-d'œuvre et c'est plutôt des investissements qui requièrent plus de capital que de travail. Et donc, ce type de croissance, comme on a pu le voir au Sénégal, tend à être associé à une certaine fragilité financière. L'accumulation de dettes en monnaie étrangère entraîne souvent des phases d'austérité et donc de ralentissement de l'activité économique, au point que dans la plupart des cas, la croissance économique a été jobless, c'est-à-dire qu'elle a été très pauvre en emploi en Afrique. Ce qui veut dire que les créations nettes d'emplois interviennent pour l'essentiel dans le secteur informel. Et donc, si le secteur moderne est incapable de créer des emplois en masse, malgré ça, son poids important dans la production importante, c'est que, en fait, souvent, le secteur manufacturier, qui est traditionnellement créateur d'emplois en masse, est faible ou peu dynamique. Il faut dire que les gouvernements africains avaient consenti de nombreux efforts entre les années 60 et 80 pour stimuler la transformation structurelle de leurs économies. Mais dans le contexte de la crise internationale de la dette, l'imposition par le FMI et la Banque mondiale de politiques déflationnistes et de politiques de libéralisation économique et financière ont anéanti les progrès réalisés jusque-là en matière d'industrialisation. Et ce point a été souligné par un rapport de la CONUCET, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui disait, je cite, « En 1980, 7 pays d'Afrique subsaharienne affichaient une production manufacturière par habitant comparable et souvent supérieure à celle de la Thaïlande. En 2002, c'est-à-dire 22 ans plus tard, à l'exception de l'île Maurice, tous ces pays avaient été dépassés. » Et la CONUCET conclut en disant « À en juger par ce bilan,
il est clair que la plupart des programmes d'ajustement structurel n'ont guère contribué à promouvoir la transformation structurelle de la région et son intégration dans l'économie mondiale, et qui sont sans doute même à l'origine du recul de l'industrie manufacturière. Donc, tel a été le bilan désastreux des politiques d'ajustement structurel. Et donc, ces recettes néolibérales qui ont pris le pas sur les politiques développementistes de la période 1960-1980 articulent ce que l'économiste Tandika Makande-Wire a qualifié de macroéconomie aveugle vis-à-vis du social et de l'emploi. Malheureusement, c'est cette macroéconomie aveugle vis-à-vis du social et de l'emploi qui continue d'influencer, en tout cas d'informer les politiques suivies par nos dirigeants, comme par exemple la libéralisation du commerce extérieur, et donc imposée sous la pression combinée de l'Organisation mondiale du commerce et des pays riches. Cette libéralisation du commerce a rendu les secteurs agricoles africains vulnérables et a entraîné une dépendance alimentaire importante, ainsi que des dynamiques d'exode rural qui alimentent les effectifs des secteurs informels urbains. Les investissements directs étrangers génèrent beaucoup d'illusions, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont captés pour l'essentiel par les grands pays du continent et ont été localisés majoritairement dans le secteur extractif, c'est-à-dire les mines et les hydrocarbures, qui ordinairement fonctionnent comme une enclave, c'est-à-dire qu'il y a très peu de rapport entre les secteurs extractifs et le reste de l'économie. Et donc, les gouvernements africains ont généralement beaucoup d'attentes vis-à-vis des investissements directs étrangers. Donc, ils libéralisent les codes d'investissement, une fiscalité pour favoriser les investissements directs étrangers. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le volume d'emplois créé par les investissements directs étrangers constitue littéralement une goutte d'eau dans l'océan des besoins en la matière. Sur la période 2007-2016, les projets d'investissement direct étrangers sur le continent ont créé entre un minimum de 111 000 et un maximum de 238 000 emplois sur l'étendue du continent. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur les investissements directs étrangers pour avoir une politique de plein emploi. Donc si toute la stratégie économique est basée sur juste la volonté d'attirer les investissements directs étrangers, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de solution au problème de l'emploi. On ne peut pas se baser sur les investissements directs étrangers pour ça. On peut se baser sur les investissements étrangers pour avoir plus de capacités technologiques, etc., avoir des savoirs que nous n'avions pas, mais l'emploi doit être créé localement et ça ne peut pas venir des investissements directs étrangers. Et donc, l'agenda de privatisation et d'internationalisation des systèmes bancaires africains promu par la Banque mondiale n'a pas non plus favorisé l'allocation de crédit au profit du secteur manufacturier et des PME-PMI qui créent l'emploi. Les politiques d'assainissement du climat des affaires, à l'instar des recommandations associées à l'approche Doing Business de la Banque mondiale. Vous vous rappelez que dans le PSE, il y a un indicateur qui dit qu'ils veulent progresser de 100 places dans l'indice Doing Business. En fait, cette approche laisse entier le problème de la création d'emplois, parce qu'elle s'intéresse principalement aux aspects réglementaires, à l'exclusion des contraintes les plus importantes auxquelles les PME-PMI font face, l'accès au crédit bancaire et à déboucher pour leurs produits. Cette approche tend surtout à favoriser des réformes qui fragilisent les droits des travailleurs et le pouvoir de négociation des syndicats. Par ailleurs, la priorité donnée par les banques centrales à la lutte contre l'inflation, alors que celle-ci résulte souvent des problèmes d'offres, n'a pas créé un environnement propice à la création d'emplois. C'est-à-dire que depuis les années 80, nous sommes dans un régime monétaire où on a des banques centrales dites indépendantes qui ont pour mandat de lutter contre l'inflation. Mais les banques centrales, un peu partout, et spécialement en Afrique, luttent contre l'inflation via le chômage de masse et le sous-emploi. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un membre de la Banque centrale américaine, de la Fed, Jason Powell, qui est sorti il y a quelques années dans le Financial Times pour dire qu'à la Banque centrale américaine, ils n'ont pas une théorie valide de l'inflation. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas expliquer l'inflation. Et donc, la meilleure manière de combattre l'inflation, c'est d'avoir des politiques ciblées. C'est-à-dire de dépenser dans des postes. Par exemple, au Sénégal, il est important de subventionner certains produits consommés par les ménages, par exemple, ou d'investir dans des capacités productives pour, par exemple, essayer, disons, de réduire notre dépendance vis-à-vis des importations d'aliments. Et aussi réguler les prix pour éviter les pratiques de monopole. C'est comme ça qu'on combat l'inflation. Mais l'approche des banques centrales, elle est en fait dysfonctionnelle, parce que les banques centrales combattent l'inflation en privant les populations de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que vous n'avez plus de revenus parce que vous n'avez plus d'emploi et donc il n'y a plus d'inflation. Alors que c'est une méthode vraiment, en tout cas d'une certaine manière, asociale de lutter contre l'inflation.
Et là, l'inflation qu'on a vue depuis la pandémie, tous les économistes en conviennent, ce n'est pas dû au fait qu'il y ait beaucoup d'argent dans l'économie, mais au fait qu'il y a un contexte de crise et, disons, les transnationales, les grandes entreprises en ont profité pour augmenter leurs marges. Et dans ce type d'inflation, si vous augmentez le taux d'intérêt, vous détruisez l'économie tout simplement, mais ça ne résoudra pas l'inflation. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, la politique inflationniste ne peut pas être confiée aux banques centrales. Elle doit être, disons, la province, disons, de l'État, du gouvernement, à travers la politique fiscale. Et donc ça, c'est un point important. Malheureusement, sous le régime néolibéral, c'est le chômage qui permet la stabilité monétaire. Et il faut changer de paradigme. Donc, tout ceci pour dire qu'une stratégie de plein emploi décent doit rompre avec les politiques néolibérales. C'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Et là, c'est mon troisième point. C'est-à-dire que même les meilleures politiques de développement au monde ne peuvent pas assurer le plein emploi. Pourquoi? Il faut regarder le cas de la Chine. En 2020, le PIB réel par habitant de la Chine était 63 fois supérieur à son niveau de 1970. Vous m'avez entendu. Le PIB réel de la Chine, son taux de croissance, en fait son produit réel en 2020 était 63 fois supérieur à son niveau de 2020. On n'a jamais vu ça, disons, dans l'histoire de l'humanité. Et probablement, on ne verra jamais ça. Et donc, cet exploit extraordinaire n'aurait pas été possible sans des performances industrielles tout aussi remarquables. Entre 1990 et 2020, la part de la Chine dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale est passée de 2,1% à 28,6%. Donc ça a été multiplié presque par 14 en juste 30 ans. Et donc si ces progrès économiques prodigieux ont permis la création d'emplois décents en masse et une transformation spectaculaire des relations d'emploi, ils n'ont pas suffi à mettre fin à la sous-utilisation des ressources humaines. La proportion de la force de travail chinoise dans une situation de chômage ou de sous-emploi est passée de plus de 59% en 1990 à 38% en 2011. En 2013, le Bureau international du travail estimait à 54,4% la proportion d'emplois informels pourvus par le secteur informel en Chine, soit 36,2% de l'emploi total en milieu urbain et 82% en milieu rural. Donc vous avez un pays qui a fait les progrès les plus extraordinaires de toute l'histoire de l'humanité, et malgré ça, vous avez toujours un certain sous-emploi et un certain volume de chômage. Et les pays africains qui se disent que nous voulons réduire le chômage en ayant des taux de croissance élevés pendant 40 ans, 50 ans. La Chine l'a fait pendant 50 ans, elle a réussi beaucoup de choses, mais n'a pas réussi à éradiquer le chômage et le sous-emploi. Donc ça veut dire que cette approche qui fait la création d'emplois un objectif dérivé de la croissance économique ne peut tout simplement pas marcher. Et il faut tenir aussi compte du point de départ de l'Afrique. Parce que contrairement à la Chine, l'Afrique représente une part très faible de la valeur ajoutée manufacturière mondiale. C'est juste 1,3% actuellement. Et de plus, l'Afrique va faire face à une croissance démographique importante d'ici la fin de ce siècle. Ce qui est aussi une différence importante avec la Chine, qui s'est industrialisée avec une pression démographique contenue, entre autres, par une politique nataliste drastique. Parce qu'il y avait la politique de l'enfant unique, One Child Policy. Et donc, selon le scénario médian de la division population des Nations Unies, la population mondiale actuellement de 8 milliards devrait se situer à 10,3 milliards à l'horizon 2100. Donc, on est 8 milliards et on ira vers 10,3 milliards à la fin de ce siècle. Et donc, cette croissance démographique sera essentiellement tirée par l'Afrique subsaharienne qui verra entre-temps sa population augmenter de 2,2 milliards. Donc, ça veut dire que d'ici la fin du siècle, il y aura 2,3 milliards d'habitants. Et les 2,2 milliards seront en Afrique. Donc ça vous montre les difficultés, en fait les défis qu'il y a pour créer des emplois. Et donc d'ici la fin de ce siècle, le continent pourrait abriter plus d'un tiers de l'humanité et plus d'un tiers de la population active potentielle mondiale, c'est-à-dire plus d'un tiers des 15-64 ans. Donc l'enseignement que la Chine offre à l'Afrique est le suivant. Des taux de croissance économique élevés portés par un dynamisme industriel sans précédent ne suffiront pas à assurer les pleins d'emplois décents dans les pays du Sud. Même le modèle de développement le plus fulgurant laissera toujours d'un côté des millions de travailleurs sur le carreau en l'absence d'une garantie d'emploi.
Donc ça veut dire que si les gouvernements disent et sont sérieux que nous voulons avoir une politique de plein emploi, il faut absolument une garantie d'emploi. Parce que la croissance économique, même extraordinaire, ne permettra pas de créer assez d'emplois pour tout le monde. Et donc la garantie d'emploi, c'est quoi? En fait, on l'appelle aussi programme d'employeur en dernier ressort. Donc c'est une composante essentielle de toute stratégie de mobilisation des ressources domestiques. Donc l'idée est que le gouvernement garantisse un emploi rémunéré au salaire minimum à toute personne en âge de travailler qui souhaite travailler à ce taux. Les personnes intéressées seraient embauchées telles qu'elles sont, avec les caractéristiques positives qu'elles ont, et là où elles vivent. Donc telles qu'elles sont et là où elles vivent. Et donc elles auraient droit à des possibilités de formation professionnelle et à des avantages sociaux. En principe, les emplois offerts ne devraient pas concurrencer le secteur privé. Ils seraient ciblés autour d'activités susceptibles d'améliorer les capacités productives et les services communautaires. Les communautés elles-mêmes dans chaque localité, dans un cadre inclusif, détermineraient elles-mêmes les besoins en termes de création d'emplois. L'État interviendrait principalement pour fournir le financement et la supervision technique nécessaires. À la différence des autres programmes d'emploi public, comme le recrutement temporaire dans le cadre de travaux publics et de programmes de création directe d'emploi, la garantie d'emploi crée un droit juridiquement contraignant au profit des personnes éligibles. C'est-à-dire une personne qui se retrouve au chômage pourrait aller voir l'État et dire que j'ai droit à un emploi, où est mon emploi? Donc ça crée un droit juridiquement contraignant. Et donc, derrière l'idée de la garantie d'emploi, il y a la reconnaissance non seulement que le chômage occasionne des pertes économiques importantes, en marge de ses conséquences psychosociales et politiques, mais encore qu'une économie capitaliste tirée par l'investissement privé ne peut pas garantir le plein emploi. Ça, il faut le dire. Une économie capitaliste tirée par l'investissement privé ne peut pas garantir le plein emploi. Et pour garantir le plein emploi, il faut que l'État intervienne pour offrir des possibilités d'emploi à ceux qui se retrouvent involontairement au chômage. Et donc, par exemple, dans la perspective de la théorie monétaire moderne, la garantie d'emploi est liée à la question de la souveraineté monétaire. Pourquoi? Parce que la monnaie est un monopole public. C'est-à-dire que seul l'État, le gouvernement, a la capacité d'émettre sa monnaie à travers sa banque centrale. Aucun autre agent économique ne peut le faire. Et donc, si on conçoit la monnaie comme un monopole public, donc on comprend que le prélèvement d'impôts et de taxes crée du chômage. Ça, c'est un point de vue que les gens ne comprennent pas. Mais le fait d'imposer aux populations de payer des impôts et des taxes, ça crée du chômage. Comment ça crée du chômage? Et ça, on peut le voir durant la période coloniale. C'est-à-dire que l'État est là, l'État a besoin d'avoir accès aux ressources produites par la société, c'est-à-dire à leur main-d'œuvre, à leur savoir, aux produits que ces gens vendent. Et donc, l'État va imposer des taxes. Et donc, quand l'État impose des taxes, les populations doivent trouver le numéraire pour pouvoir payer ces taxes. Et donc, s'il n'y a pas suffisamment de monnaie dans l'économie, mais il y a des gens qui se retrouveront, disons, sans accès au numéraire. Et donc, ces gens, c'est des chômeurs. Et donc, c'est pourquoi, dans le cadre de la théorie monétaire, en fait, le chômage peut être interprété comme une situation de demande non satisfaite d'emploi rémunéré dans l'unité de compte de l'État. Donc, ça veut dire qu'un État qui a sa propre monnaie peut toujours acheter tout ce qui se vend à sa propre monnaie, y compris la main-d'œuvre inemployée. Parce que le simple fait d'imposer des impôts et des taxes crée du chômage. Donc, ce chômage, il n'y a que l'État qui peut le résoudre en injectant la monnaie, en tout cas la quantité de monnaie nécessaire. Et donc, ce qu'il faut dire également, c'est que la garantie d'emploi, c'est un instrument qui permet de matérialiser la promesse constitutionnelle du droit à un travail. Dans la plupart de nos constitutions, il est dit que les gens ont droit à un emploi ou droit à un travail. Et donc, cette promesse reste virtuelle en l'absence du pilier institutionnel qu'est la garantie d'emploi. Et la garantie d'emploi aussi fait du salaire minimum une norme contraignante. Pourquoi? Parce que pour les chômeurs, il n'y a pas de salaire minimum. Le salaire minimum est de 0. Donc, vous pouvez dire que le Sénégal a décrété tel, le salaire minimum est de tel, mais pour tous les travailleurs qui sont en sous-emploi ou qui sont en chômage, le salaire minimum c'est 0 ou moins que le salaire minimum officiel décrété.
Donc, si vous mettez en place une garantie d'emploi, donc ça veut dire que vous créez un standard de travail. Personne ne peut être employé au-dessous du salaire minimum. Donc, le salaire minimum devient une norme légale effective. Et donc, ce qu'il y a aussi à dire, c'est que les travaux économiques existants montrent qu'en fait, c'est quelque chose qui est facile à financer et qui ne coûte pas beaucoup généralement à l'État, environ 1% du PIB. Et on y reviendra. Ce qu'il faut également préciser, c'est que la garantie d'emploi n'est pas un substitut aux politiques sociales, comme par exemple l'éducation publique universelle, l'accès à la santé, etc. Ce n'est pas un substitut à ça. Donc il faut ces politiques-là. Ce n'est pas un substitut aux politiques industrielles. Et la garantie d'emploi n'exonère pas l'État de recruter des fonctionnaires et agents pour assurer la disponibilité et la continuité des services publics. Donc ça aussi, il faut le préciser. Ce n'est pas parce qu'il y a un programme de garantie d'emploi que l'État va se dire non, je n'ai plus besoin de fonctionnaires. Il faut le préciser. Si on s'accorde sur la nécessité de la garantie d'emploi, il faut avoir le cadre macroéconomique qui va avec. Et pour avoir le cadre économique qui va avec, il faut d'une certaine manière rompre avec le cadre macroéconomique néolibéral et certains mythes. Il y en a 3 par exemple. Le premier mythe, et on l'entend souvent de la bouche des politiciens, c'est de dire que le rôle de l'État est de favoriser les conditions de la création d'emplois par le secteur privé, plutôt que de mettre en place lui-même des programmes de création directe d'emplois. Cette vision occulte le fait que le rôle du secteur privé marchand est d'abord de faire du profit et accessoirement de créer des emplois. Sans perspective de profit, l'investissement privé décline, tout comme le volume d'emplois privés. Donc les entreprises privées ne font pas de la philanthropie. Si elles n'ont pas de bénéfices ou si elles ne s'entendent pas pour acquérir leurs produits, elles n'investissent pas et il n'y a pas d'emploi. Et donc les gens se retrouvent au chômage. Et donc si l'État n'est pas là pour, en tout cas, donner des marchés à ces entreprises, ou si l'État ne met pas en place une garantie d'emploi, donc tous ces gens vont se retrouver au chômage. Donc le but du secteur privé, ce n'est pas de créer des emplois, il faut être clair, c'est de faire du profit. On est dans un système capitaliste. Donc ça, c'est le premier mythe. Le deuxième mythe, également, on le retrouve dans la bouche des politiciens, c'est de dire que le chômage, notamment dans certaines couches de la population, est dû à un problème d'employabilité. Moi, j'avais fait un mémoire de maîtrise il y a plus de 20 ans sur l'employabilité en France pour dire que c'est un concept qui n'explique absolument rien. Des programmes de formation peuvent améliorer les chances de trouver un emploi de certaines personnes avec des qualifications limitées ou des personnes qui sont restées longtemps au chômage. Mais s'il n'y a pas assez d'emplois pour tout le monde, les politiques d'employabilité reviennent tout au mieux à une redistribution des horaires ouvrés au sein de la population active. Elles n'augmentent pas en elles-mêmes le volume d'emploi au niveau correspondant au plein emploi. Supposons que vous ayez juste 100 emplois et que vous ayez 400 personnes qui demandent des emplois. Si vous formez toutes les 400 personnes, mais ça ne changera pas le problème parce que vous avez juste que 100 emplois. Donc l'employabilité, ce n'est pas la clé. C'est important de former les travailleurs, mais ça, ce n'est pas la clé. Donc le chômage, l'emploi, c'est une question macroéconomique. Oui. Il ne faut pas juste interpréter ça en termes de caractéristiques individuelles. S'il n'y a pas assez d'emplois, vous formez tout le monde, ils ne vont pas avoir plus d'emplois que ça. Donc c'est une question macroéconomique. Le troisième mythe, aussi c'est un mythe néolibéral, c'est que les déficits publics doivent être généralement évités, voire réduits au minimum. Et donc, cette vision, en fait, procède d'une fausse analogie. Parce qu'on croit que les États sont comme des ménages. C'est-à-dire que moi, je dois essayer d'épargner quelque chose pour le futur de mes enfants, pour les périodes futures, par rapport à certaines incertitudes, etc. Mais l'État n'a pas besoin d'épargner, parce qu'un État qui épargne, ça veut dire que d'un point de vue juste arithmétique, quand l'État épargne 5 francs CFA, ça veut dire que l'État a prélevé au secteur non étatique 5 francs CFA. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. L'État, au contraire, doit dépenser pour le secteur privé. Et donc l'État doit faire un déficit, parce que le déficit de l'État, c'est en fait le montant, c'est l'accroissement net de la richesse financière du secteur non gouvernemental, c'est-à-dire les ménages et les entreprises. Mais dans la logique néolibérale, à chaque fois, il critique le déficit public. Alors d'un point de vue arithmétique, de l'arithmétique monétaire, quand l'État fait un déficit, c'est-à-dire quand l'État dépense plus qu'il ne prélève de taxes, ça veut dire que l'État a créé de la richesse pour les autres agents. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la taille de ce déficit et qui bénéficie de ce déficit? Dans la période néolibérale, les déficits, c'est pour les transnationales, c'est pour le 1%, ce n'est pas pour les plus pauvres. Mais dans la période néolibérale, on nous a habitués à croire que la gouvernance sobre et vertueuse, c'est d'avoir même des recettes fiscales supérieures aux dépenses de l'État. Mais c'est une aberration. C'est une aberration parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et l'État doit dépenser pour satisfaire ses besoins.
Donc ça aussi, il faut le comprendre. Donc un État qui dit que moi, je limite mon déficit à 3%, c'est un État qui décrète, moi je ne peux rien pour vous pour créer des emplois. Parce que parfois, s'il faut par exemple que l'État dépasse 5% du PIB sous forme de déficit pour que tout le monde soit au travail et qu'il est fixé quelque part, il y a des règles, il ne faut pas dépasser 3%, ça veut dire qu'on fait le choix d'institutionnaliser le chômage. Et donc tous ces critères de convergence qu'on a, les seuils de 3%, c'est arbitraire. On n'a pas le temps ici, mais je pourrais vous dire d'où ça vient, ça n'a aucun sens d'un point de vue économique. Donc si on veut avoir une politique de plein emploi, il faut se donner les coups des franches. Ça ne veut pas dire que l'État doit dépenser n'importe comment, mais ça veut dire que la dépense doit être ciblée. Et là, le programme de garantie d'emploi, c'est une dépense ciblée parce qu'on donne des emplois productifs à des gens qui vont augmenter les capacités productives. Donc les gens qui souscrivent à l'idée que l'État ne doit pas créer d'emplois, que le chômage c'est un problème d'employabilité et que les déficits publics doivent être évités comme au Sénégal et ailleurs, ça veut dire que voilà, il n'y a pas de solution à l'emploi et au sous-emploi. Et c'est pourquoi voilà, on a tous les problèmes que nous avons. Quand je dis ça maintenant, il faut préciser qu'il y a des implications d'un programme de garantie d'emploi sur l'équilibre extérieur des pays périphériques. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un pays se développe, il est normal que les importations augmentent. Donc les importations, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que quand vous développez, vous importez des technologies, des choses dont vous avez besoin pour accélérer votre développement. Et donc, plus un pays s'enrichit, plus un pays augmente ses importations. Et donc, ce que ça veut dire que si les populations ont plus d'accès, disons, ont plus de pouvoir d'achat, ça va augmenter les importations. Et donc, il faudrait pouvoir gérer ça. Par exemple, si les gens ont plus de revenus parce que tout le monde est maintenant au travail, mais que vous n'avez pas assuré votre autosuffisance alimentaire, donc ça veut dire qu'une partie de ce pouvoir d'achat va alimenter les importations. Et donc là, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes. Pourquoi? Parce que votre balance commerciale va se détériorer et probablement vous allez devoir vous endetter pour pouvoir, d'une certaine manière, payer ce déficit commercial et aussi stabiliser votre monnaie. Et donc c'est pourquoi il faut avoir des politiques complémentaires qui permettront, par exemple, d'orienter la garantie d'emploi vers des objectifs essentiels comme l'autosuffisance énergétique et alimentaire. Donc ça, c'est un impact important. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on parle de garantie d'emploi, on est en train de raisonner avec un autre modèle de développement. C'est-à-dire qu'un modèle de développement qui est basé sur les ressources domestiques. Quand on dit ressources domestiques, les gens pensent généralement argent, c'est-à-dire l'argent. Mais quand on parle de mobilisation de ressources domestiques, on parle de choses réelles, de ressources réelles. Ça veut dire les terres, la main-d'œuvre, les équipements, etc. L'argent, il faut laisser de côté parce que ce n'est pas ça le problème. Tout État souverain peut toujours trouver l'argent pour financer des choses qu'il peut faire. C'est-à-dire que pour un État qui a sa propre devise, il n'y a pas de contraintes financières pour ce qu'on veut faire. L'économiste Keynes avait l'habitude de dire « What we can do, we could afford ». Tout ce que nous pouvons faire, nous pouvons nous le permettre. Donc si vous avez les ressources sur place, vous pouvez vous le permettre. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que tant que vous avez un modèle de développement qui est basé sur les choses que vous pouvez faire, donc vous n'avez pas de contraintes financières, vous n'avez pas besoin d'émettre en tout cas une dette d'1 $ pour financer tout ça. Tant que vous pouvez faire vous-même, vous n'avez pas besoin de vous endetter en monnaie étrangère et le système monétaire peut être paramétré pour délivrer ce financement-là. Parce que ce qu'il faut regarder, ce sont les ressources réelles, pas l'argent. Parce que l'argent, c'est juste débit-crédit, c'est-à-dire c'est des inscriptions électroniques. Et tout État souverain peut mettre les inscriptions électroniques qu'il faut pour assurer que les ressources soient mobilisées. Et donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc tout ce que nous pouvons faire nous-mêmes, nous pouvons nous le permettre d'un point de vue financier. Et donc la bonne nouvelle est que même les pays africains classés parmi les pays les moins avancés ont un potentiel important en termes de ce que j'appelle les projets ressourcés localement. Ce que j'appelle projets ressourcés localement, ça veut dire des projets qui requièrent des ressources réelles qui sont disponibles sur place ou que vous pouvez développer vous-même sur place. Et généralement, il y a un exemple que j'aime donner. C'est le travail de l'architecte burkinabé Francis Kéré, qui a reçu un prix d'architecture important. Il n'y a pas de prix Nobel en architecture, mais c'est l'équivalent. Et donc, Francis Kéré réalise des écoles au Burkina Faso. Parce que lui il s'est dit, en fait, il est natif du Burkina Faso, il a été là-bas quand il était jeune, il dit, dans nos écoles, en fait, on a très peu d'écoles, et quand il y a des écoles, c'est moche.
il n'y a pas de lumière, alors que nous, on a le soleil voilà, toute l'année, et on a les ressources sur place pour construire les écoles, mais on ne le fait pas. Donc si on n'importe pas des technologies japonaises ou des technologies européennes, on n'a pas d'école. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti des écoles et des centres de santé, mais vraiment magnifiques. Et tout a été fait 100% à partir de matériaux locaux. 100%. Donc, quelqu'un comme Francis Kéré, quand il vient dire comment financer ça, je dis, vous n'avez besoin d'aucun dollar pour financer ça. Si vous êtes dans un état sérieux, l'État fait les inscriptions électroniques nécessaires et les projets sont réalisés. Ça veut dire qu'il y a un centre de développement que nous pouvons, en tout cas, emprunter, que nous n'empruntons pas. C'est-à-dire que toutes les choses que nous pouvons faire grâce à notre créativité, nous n'avons pas de contraintes financières. Ça, il faut le comprendre. Mais si nous voulons avoir, par exemple, des amphithéâtres comme ceux qui existent dans les universités américaines, etc., mais là, il faudra des dollars pour ça, parce que nous n'avons pas les technologies. Mais tant que nous adaptons nos projets à ce que nous avons, mais nous n'avons pas de contraintes technologiques, nous n'avons pas de contraintes financières. Et la garantie d'emploi s'inscrit dans ce contexte-là, parce que ce sont des emplois qui ont vocation à développer des choses sur place. Donc pour ça, nous n'avons pas de contraintes financières, en tout cas pour les pays sérieux. Et, bon, je ne vais pas faire de polémique pour l'instant, mais pour les pays sérieux. Et donc, je vais illustrer ce que je viens de dire avec le cas du Sénégal, en commençant par dire que l'emploi est une priorité des Sénégalais. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui montrent que l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, constitue la priorité numéro 1 des ménages sénégalais. Et ces références, vous pouvez les trouver dans mon document de travail. Et 83% des ménages sénégalais disent que le manque d'emploi est l'une des causes de la pauvreté, et ils ont raison. Et donc la deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'on a parlé de néolibéralisme, et le néolibéralisme a été, en fait, est un projet, disons, de domination de classe. C'est-à-dire que toutes les luttes sociales, les bénéfices qui ont été engrangés au cours des luttes, en tout cas pour l'indépendance, contre l'impérialisme, etc., entre 1960 et 1980, ont été inversés. Parce qu'à l'époque, les travailleurs étaient plus forts, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les syndicats étaient peut-être un peu plus forts, en tout cas, même si c'était des régimes de parti unique, étaient parvenus à défendre les droits des travailleurs. Et là, c'est devenu de plus en plus difficile. Et ça, on peut le voir au Sénégal. Parce que le Sénégal a un salaire minimum urbain et un salaire minimum agricole, le SMIC et le SMAC. Et donc, le SMIC et le SMAC annuel à temps plein étaient respectivement supérieurs de 70% et de 40% au PIB par habitant nominal. Donc, en 1980, le SMIC était supérieur de 70% au PIB par habitant nominal du Sénégal. Le SMAC en 1980 était supérieur de 40% au PIB par habitant nominal. Donc ça voulait dire que les travailleurs en général étaient un peu plus riches que le Sénégalais moyen. En tout cas, les travailleurs payés au SMIC. Mais ces ratios ont commencé à décliner à partir de 1993. 1993, pourquoi? Parce qu'en 1994, Dembalacé, il y a eu la dévaluation qui a tué les travailleurs sénégalais. Si bien qu'en 2020, le SMIC et le SMAC annuels à temps plein ne représentent plus que 80% et 50% respectivement du PIB nominal par habitant. Donc ça veut dire qu'en 1980, le SMIC c'était plus de 70%, supérieur à 70% au PIB par habitant nominal. Et donc maintenant, c'est juste 80% du PIB par habitant nominal. Quant au SMAC, salaire minimum agricole, c'était supérieur de 40% au PIB par habitant normal. Maintenant, c'est juste la moitié du PIB par habitant normal. Donc, vous pouvez voir l'érosion, disons, en tout cas, du pouvoir de négociation des travailleurs. Mais en fait, cette tendance est allée de pair également avec une dégradation terrible du pouvoir d'achat des travailleurs qui sont payés au niveau du SMIC et du SMAC. Et donc, vous allez voir que le pouvoir d'achat du SMIC, sur la période 1980-2020, a décliné de 45%. 1980 et 2020, 45% le pouvoir d'achat du SMIC. Tandis que pour le SMAC, c'est 96%. Il y a eu des revalorisations entre-temps, mais ces revalorisations, en fait, n'ont pas permis, disons, d'atténuer le choc de la dévaluation en 1994 et aussi l'inflation qu'il y a eu sur toute cette période. Donc ça veut dire que les travailleurs sénégalais sont vraiment fatigués sous le néolibéralisme, ils ont été les variables d'ajustement. Et donc,
ça c'est côté salaire. Mais maintenant, côté création d'emplois, le Sénégal n'échappe pas au phénomène du jobless growth, c'est-à-dire de la croissance sans emploi. En 2021, selon les chiffres de l'ANSD, Agence nationale de la statistique et de la démographie, le secteur privé moderne représentait presque 38% du PIB, le secteur informel 44,1% et le secteur non marchand 12,9%. Et dans la comptabilité nationale, il y a ce qu'on appelle les loyers imputés des ménages. Donc c'est 5,2%. Quand vous avez vous-même votre maison, on comptabilise de manière artificielle un loyer. C'est comme si vous deviez payer un loyer. Donc c'est ça le loyer imputé. Et donc ça veut dire que le secteur informel joue un rôle important. Et donc sur la période 2001-2009, une période dynamique en période de croissance du PIB réel, le secteur moderne, privé et public confondus, n'a créé en moyenne annuelle que 1261 emplois nets. Secteur moderne, privé plus public, 1261 emplois modernes. Et donc, si on exclut l'année 2003 qui a été un peu catastrophique, donc c'est 4500. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas compter sur le secteur moderne existant pour créer des emplois. Et ces chiffres, avec des mots, on les avait donnés en 2012, quand il y avait, disons, l'élection présidentielle, avec le programme Young Yokute qui disait qu'on allait créer 500 000 emplois, par la suite 1 million. On s'était réunis pour dire que ce n'est pas possible. Et on n'a toujours pas vu les 500 000 emplois par, je ne sais pas, année ou 1 million d'emplois. Donc, tout simplement parce que le secteur moderne est incapable de créer ce volume d'emplois. Et donc, ça veut dire que sur toute cette période, le secteur informel a été responsable de plus de 99% de la création nette d'emplois. Donc, les emplois qui sont créés, pour l'essentiel, c'est le secteur informel. Et les économistes parlent de création nette d'emplois parce que les politiciens, en tout cas ceux qui sont au gouvernement, quand ils parlent, ils disent on a créé tel emploi, l'inspection du travail a dit qu'on a créé, il y a eu 10 000 contrats, etc. Ce qu'il faut voir, c'est emploi créé moins emploi détruit. C'est ça qui compte. Emploi créé moins emploi détruit. Création nette d'emplois. Et c'est très faible, comme on l'a vu. Et donc c'est la même tendance qu'on a vue pour la période 2012-2019, malgré un taux de croissance annuel du PIB réel de 6%, bon, qui est l'un des plus importants durant toute la période post-indépendance. Mais malgré ça, il y a eu très peu d'emplois nets créés dans le secteur moderne. Donc, le pétrole et le gaz vont augmenter la croissance économique, c'est sûr. Mais ça n'aura pas d'impact sur l'emploi. Parce que c'est un secteur qui est intensif en capital. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de travailleurs, quoi. Ce n'est pas l'industrie textile, quoi. Donc, ce n'est pas des emplois en masse qui peuvent, disons, qui seront créés. Et donc, face au casse-tête du chômage des jeunes, les gouvernements sénégalais successifs, en manque d'inspiration, ont souvent misé leurs efforts sur le financement sur fonds publics de projets portés par les jeunes. Mais les limites de cette stratégie sont pourtant connues. En marge des pesanteurs bureaucratiques et des pratiques clientélistes, les entreprises créées par ces projets ont une forte mortalité, due entre autres à une forte concentration sectorielle, ce qui crée de la concurrence, à l'étroitesse des marchés intérieurs, à une faible protection et accompagnement de l'État en termes d'incitation fiscale, d'accès à la commande publique, de protection contre la concurrence étrangère. De plus, les porteurs de projets n'ont pas parfois les compétences requises pour le succès de leur entreprise. Un exemple mémorable, et ça a été rappelé ici, c'est l'opération Maîtrisard au début des années 80. Et on a vu que bon, c'était une expérience qui n'a pas été concluante. Donc, en réponse aux manifestations violentes de mars 2021, portées pour l'essentiel par des jeunes de moins de 25 ans, le gouvernement a lancé le programme d'urgence pour l'insertion socio-économique et l'emploi des jeunes Xëyu Ndaw Ñi. Ce programme d'envergure nationale couvre la période 2021-2023 et est doté d'un budget total de 450 milliards de francs CFA, soit en termes annuels l'équivalent d'un peu moins d'1% du PIB nominal de 2021 du Sénégal. C'est un programme qui restructure différents dispositifs existants. Ce programme va certes dans la bonne direction. Les efforts de coordination et de rationalisation des différentes structures en charge des questions d'emploi sont appréciables, tout comme la mise en place des pôles emploi à travers les 46 départements du Sénégal. Néanmoins, le programme manque d'ambition. Il n'est pas permanent et semble lié au mandat en cours d'une présidentielle qui s'achève en 2024. De plus, le volume total d'emplois directs attendu sur 3 ans, c'est 65 000. Et donc, c'est trop faible pour avoir un impact significatif sur le chômage et le sous-emploi des jeunes. Chaque année, le nombre d'emplois sur le marché du travail sénégalais augmente d'au moins 150 000. Les 2 tiers étant âgés entre 15 et 34 ans. Il faut donc plus d'ambition en matière de création d'emplois et davantage impliquer les comités de base dans la définition des priorités en la matière. Et donc là, la question qui se pose, c'est comment pourrions-nous mettre en place
une garantie d'emploi. La principale contrainte, ce ne serait pas le financement, mais ce serait en fait que le sous-emploi est une réalité quantitativement plus importante que le chômage au sens strict. Donc ça, c'est la caractéristique des pays du Sud. Le chômage qu'on trouve dans les pays du Sud, c'est différent du chômage dans les pays du Nord. Parce que le sous-emploi est beaucoup plus important dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Et le sous-emploi dans les pays du Sud est beaucoup plus important que le chômage au sens strict. Parce que le chômage, tel que c'est mesuré dans les enquêtes statistiques, c'est 0 heure ouvrée durant la période de référence. C'est-à-dire que si la semaine prochaine, on doit faire une enquête statistique sur l'emploi et qu'on vient demander à une personne, est-ce que vous avez travaillé, disons, durant les 2 semaines, etc., et que la personne dit, j'ai travaillé 0 heure, on dira que cette personne est au chômage. Si la personne a dit, j'ai travaillé 2 heures, on dira, bon, c'est une personne qui est sous-employée. Pourquoi? Parce que la définition du chômage est liée d'une certaine manière à la mesure du PIB. Parce que le PIB, c'est le nombre d'heures ouvrées multiplié par la productivité par travailleur. Donc, toute activité que vous faites, toute activité économique doit normalement être comptabilisée dans la mesure du PIB. Donc, si on met en place une garantie d'emploi tout de suite, donc, on aura des effectifs monstres d'une certaine manière parce qu'on aura non seulement les chômeurs au sens strict, mais on aura les chômeurs découragés, mais qui sont classés comme inactifs, et nous aurons presque beaucoup de travailleurs précaires du secteur informel et du secteur moderne. Donc, que faudrait-il faire? Donc, il faut avoir une approche graduelle pour ne pas saturer d'emblée le programme de garantie d'emploi. Et donc, on peut avoir un déploiement graduel en 3 phases. La première serait une phase pilote, la seconde serait une phase lâchement progressif du programme, et on pourrait avoir une 3e phase où le programme deviendrait vraiment universel. Les 2 premières phases permettraient de se faire une idée concrète du périmètre potentiel de la garantie d'emploi, étant entendu que les statistiques officielles sur le chômage, du fait de leurs limites notoires, ne peuvent pas être un bon guide dans cette direction. À mon avis, et donc ça c'est discutable, hein, parce que c'est pourquoi même on a engagé le dialogue avec les syndicats, c'est comment faudrait-il mettre en place cette garantie d'emploi. Et on pourrait avoir, à mon avis, une approche géographique dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on mettrait en place la garantie d'emploi dans la perspective de corriger les disparités importantes de développement qui existent entre les différentes régions du Sénégal. Donc ça veut dire que dès le début, on pourrait faire le choix de mettre en place des dispositifs de garantie d'emploi ciblant les régions qui souffrent grandement de la pauvreté et de la sous-utilisation de leurs ressources humaines. La démarche serait alors de garantir un emploi rémunéré au salaire minimum à tous ceux qui seraient éligibles dans les régions concernées. L'objectif serait de libérer les territoires du sous-emploi et du chômage. Le programme de garantie d'emploi pourrait être mis en œuvre dans le cadre d'un package de politiques publiques qui viserait à renforcer la couverture sociale des habitants, étoffer l'offre de services publics, intégrer davantage les économies locales et leur doter d'infrastructures de base. D'une pierre, plusieurs coups pourraient être faits et par la suite, selon la même logique, de nouvelles régions seraient incluses au fur et à mesure dans le programme national de garantie d'emploi. Cette démarche permet de réduire significativement la marginalisation économique des régions particulièrement vulnérables et de leurs habitants et ainsi de renforcer la cohésion communautaire. L'expérience des pays sahéliens montre d'ailleurs que les régions les plus marginalisées constituent un terreau fertile pour les mouvements terroristes et les réseaux criminels. Dans le cas des zones rurales, un dispositif de garantie d'emploi pourrait dissuader l'exode de leurs travailleurs vers les villes. Par contre, si les régions les plus riches, souvent les plus grandes sur le plan démographique, à l'instar de Dakar, pourvoient la majorité des emplois garantis, il est possible, en l'absence de critères de résidence, que cela encourage l'exode rural et donc la croissance des emplois informels urbains. Donc, une autre raison qui pourrait justifier de commencer par les régions les moins privilégiées est que le salaire de base offert par le programme de garantie d'emploi sera vraisemblablement moins attractif dans les régions les plus riches comme Dakar, qui tendent à regrouper l'essentiel des chômeurs diplômés et la crème des travailleurs du secteur informel. Un avantage significatif de cette approche régionale est qu'elle contribue à inverser le pattern économique colonial qui consiste à drainer vers les zones côtières les ressources humaines et matérielles pour les besoins de l'accumulation métropolitaine. En fait, l'une des conséquences de l'économie de traite a été d'appauvrir les régions intérieures au profit des régions côtières qui sont le principal point de transit avec le reste du monde. Dans tous nos pays, le développement c'est juste sur les côtes et il n'y a rien à l'intérieur. Et donc avec un programme de garantie d'emploi, on pourrait essayer de réinverser ça. Et ça également, il faut déployer le système fiscal en relation avec l'instrument monétaro-financier. Parce qu'il faut se rappeler que l'obligation de payer des impôts en numéraire a rempli une fonction historique, celle de chasser les paysans vers la côte. Et ça, c'est un résultat qu'on connaît au moins depuis 50 ans. Maintenant, il s'agirait de faire l'inverse, et en s'attaquant notamment à la macrocéphalie, entre guillemets,
de Dakar, qui représente moins de 0,3% de la superficie du Sénégal, mais abrite plus d'un cinquième de sa population et centralise l'essentiel des activités économiques qui concourent à la formation du PIB. C'est la région qui concentre la part la plus importante de la population active, chômeurs et travailleurs occupés. Donc, un programme de garantie d'emploi pourrait aider à décoloniser l'économie sénégalaise à travers la relocalisation vers les régions intérieures et la mobilisation de nos ressources domestiques. Et donc, dernier point, cette démarche graduelle et régionale facilite le développement d'un programme de garantie d'emploi. Comme les régions les plus vulnérables représentent une part faible du pool potentiel de la garantie d'emploi au niveau national, cela implique que le coût d'un programme national de garantie d'emploi va augmenter au fur et à mesure. La phase pilote, phase d'apprentissage et de trial and error ne devrait pas requérir de financement significatif. Pour la seconde phase, celle de l'élargissement progressif, le principe suivant pourrait être adopté. 1% du PIB nominal consacré à la mise en œuvre du programme de garantie d'emploi. Pourquoi 1%? C'est parce que le chiffre net qui ressort de certaines études ayant évalué le coût du programme de garantie d'emploi. Et donc, quand je fais une simulation basée sur les projections, en tout cas pour ce qui concerne les projections existantes, pour ce qui concerne la croissance attendue du Sénégal, les recettes du gouvernement et les dépenses gouvernementales, si on adopte le critère de 1%, voici ce que nous aurions. Donc 1% du PIB représente entre 5% et 4% des revenus du gouvernement, dont inclus, et aux alentours de 4% des dépenses du gouvernement. Et donc sur la base des salaires minimaux actuels, et avec l'hypothèse que les emplois créés seraient divisés équitablement entre zones rurales et zones urbaines, le nombre d'emplois équivalents temps plein, c'est-à-dire vraiment temps plein, tous les emplois temps plein pouvant être créés sur cette période, serait compris, le volume d'emplois à temps plein serait compris entre 248 000 et 465 000, si on maintient le salaire minimum actuel. Mais si on corrige les salaires minimums pour valoriser, en tout cas pour essayer de compenser la perte de pouvoir d'achat subie depuis 1980, et donc avec la même hypothèse que les emplois créés seraient divisés équitablement entre zones rurales et zones urbaines, le nombre d'emplois équivalents temps plein pouvant être créés passerait de 157 000 à 293 000. Et donc, étant donné que le temps moyen consacré par les Sénégalais aux activités productives, quand on dit activités productives dans le système de comptabilité nationale, ça a un sens précis. C'est-à-dire que c'est les activités qui entrent dans la formation du PIB. Donc, les Sénégalais, en moyenne par jour, travaillent juste 4 heures. 4 heures, les travailleurs. 4 heures pour participer à la richesse nationale, telle que mesurée par le PIB. Et donc, si on crée, par exemple, 400 000 emplois à temps plein, mais le programme, il s'autofinance. Le programme, il s'autofinance. Ça veut dire que ce dispositif de garantie d'emploi, en fait, ça ne coûte rien parce que vous permettez aux gens de travailler, de produire des richesses qui, d'une certaine manière, valident, entre guillemets, la dépense qui a été consentie. Parce que cette dépense, il ne faut pas l'interpréter comme un coût, parce qu'on investit dans l'humain. Et donc, un programme de garantie d'emploi, ça s'autofinance. C'est-à-dire qu'il faut une injection initiale, mais après, ce qui va en résulter, c'est plus que ce qui a été injecté. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on pourrait avoir une phase 2 où 1% du PIB pourrait être couvert grâce à des impôts et à des dons. Et donc, dans une phase 3 d'élargissement universel, 1% pourrait être couvert grâce à des impôts et des dons et une part variable financée via le déficit public. Et donc, si on veut utiliser la garantie d'emploi d'une manière qui permette, disons, de maximiser son potentiel, évidemment, vous ne pouvez pas rester avec le franc CFA. Mais ce n'est pas un débat que je voudrais ouvrir ici, parce que le franc CFA, vous n'avez le contrôle sur rien du tout. Donc, si vous voulez vraiment, je veux dire, 1% du PIB, ça peut toujours être financé dans le cadre du CFA. Mais si vous voulez vraiment utiliser ça pleinement, d'une manière, en tout cas, cohérente avec les politiques industrielles ailleurs, vous ne pouvez tout simplement pas rester avec le CFA. Donc, en conclusion, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les emplois que la croissance économique engendre, quelle que soit leur qualité, ne suffisent pas actuellement et même dans la meilleure des hypothèses, ne suffiront pas dans les décennies à venir. Donc c'est un fait sur lequel les gouvernements africains, leurs économistes et leurs partenaires au développement doivent être transparents vis-à-vis du grand public. Quand on vous dit qu'on sera émergent d'ici 2035, 2050, parce qu'on aura 8% et tous les jeunes vont avoir du travail, je suis désolé de le dire, c'est un mensonge. Et donc il faut que les gens soient clairs que si on ne met pas le cadre qu'il faut, que l'État s'engage à jouer sa fonction assurantielle,
c'est-à-dire que les jeunes seront là toujours sous emploi et chômage. Il faut être clair. La croissance économique ne résoudra pas le problème. Ça, il faut être clair. Donc, si on veut faire des choses ambitieuses, il faut aller pour réfléchir comment mettre en place une garantie d'emploi, surtout dans un contexte où il est fait état de la nécessité de s'acheminer vers une transition écologique et de réduire les inégalités de classe, de genre, de race et spatiale. Et donc, la garantie d'emploi, c'est pour le plein emploi, c'est pour la stabilité des prix. Mais ces bénéfices ne sont pas que macroéconomiques. Ils se déploient dans d'autres domaines. Parce que quand on offre des possibilités d'emploi décent à des travailleurs qui sont au chômage ou au sous-emploi, c'est la meilleure manière d'éradiquer la pauvreté monétaire et de remédier aux conséquences que le chômage et le sous-emploi induisent généralement sur le plan psychologique, la détérioration de la santé physique et mentale, la chute de l'estime de soi, dépression, suicide, les conséquences sociales comme la criminalité, prostitution, mendicité, isolement et perte de liens communautaires et politiques, la vulnérabilité au fanatisme divers. Donc, le passage d'une situation de sous-emploi chronique de la force de travail à une situation de plein emploi décent entraîne une augmentation des revenus d'activité des travailleurs les plus vulnérables qui généralement consacrent l'essentiel de leurs dépenses à des biens et services locaux, ce qui permet la création de nouveaux débouchés pour les entreprises domestiques. Même si cela n'est pas son objectif principal, un programme de garantie d'emploi permet ainsi d'atténuer à la marge la contrainte de demande, l'un des obstacles majeurs au développement à la périphérie d'un tissu dense de PME, PMI pourvoyeuses d'emploi. Ça également, c'est un point qu'il faut reconnaître parce que l'emploi, c'est une question macroéconomique. Les entreprises du secteur privé ont une faible taille. Ici, le secteur moderne, malgré ce que disent le patronat, ne pourra jamais assurer le plein emploi. Parce que le secteur privé, il est faible. Pourquoi il est faible? Parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Pourquoi il n'y a pas assez de demandes? Parce que les gens sont pauvres. Et donc, la demande n'existe pas en interne. Et la demande extérieure, elle n'est pas accessible parce que nous ne vendons que des produits primaires. Et il n'y a pas toutes les politiques industrielles qui nous permettraient, disons, de développer certains produits sophistiqués. Et même si on pouvait développer ces produits sophistiqués, généralement, il faudrait avoir accès à des technologies intensives en capital. Donc, informatisation, robotisation, etc. Et donc, ça veut dire que si vous voulez avoir le plein emploi, mais il faut élargir la demande intérieure. Mais comment élargir la demande intérieure si les entreprises, en fait, ont une faible taille? Et ces entreprises ont une faible taille parce qu'il n'y a pas de demande. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit venir pour injecter cette demande et c'est l'État. Mais le néolibéralisme nous dit que l'État ne doit pas dépenser, laissez tout au marché. Mais vous laissez tout au marché, les gens vont s'appauvrir. Donc si vous mettez en place une garantie d'emploi, les gens ont un revenu et peuvent acheter des produits qui vont permettre, disons, au secteur productif, en tout cas au tissu de PME, PMI, de s'élargir parce qu'il y a une nouvelle demande qui est disponible. Donc si vous voulez élargir la demande intérieure, il faut en passer par là. Parce que les entreprises elles-mêmes ne peuvent pas, parce qu'elles sont trop petites et elles ne font pas face à la demande. Donc l'emploi, c'est une question macroéconomique. Et donc, avec un programme de garantie d'emploi également, il y a des multiplicateurs institutionnels. Par exemple, il faudra faire le suivi administratif et financier. Donc ça suppose d'avoir des fichiers d'état civil exhaustifs, fiables et à jour, ce qui est un défi dans la plupart des pays africains. De même, lorsqu'il s'agira de payer les revenus salariaux, il faudra avoir, disons, un système bancaire ou en tout cas un système de paiement qui permet cela. Et donc là également, c'est un défi pour les pays africains. Donc quand on réfléchit dans une perspective de mobilisation de ressources, donc on voit tous les problèmes connexes. Et d'une certaine manière, en essayant d'aller vers la garantie d'emploi, on peut régler tous ces problèmes connexes. Et donc le dernier point, c'est que la garantie d'emploi peut être considérée comme un projet constitutionnel. La plupart des constitutions affirment le droit de chaque citoyen à occuper un emploi qui lui permet de vivre dignement. C'est le cas de la Constitution sénégalaise qui énonce le droit au travail parmi la liste des libertés et droits, article 8, et précise que chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi, article 25. Ce droit reste essentiellement théorique en l'absence de garantie d'emploi qui doit être logiquement son socle institutionnel. Le fait de poser la question de comment mettre en œuvre le droit à l'exercice d'un emploi décent reconnu à chaque citoyen en tant que tel ouvre un horizon de lutte et de débat démocratique sur les modalités institutionnelles de sa mise en œuvre et certainement aussi sur les aspects connexes tels le contenu de la notion de citoyenneté, la définition des priorités politiques, etc. Donc voilà ce que je tenais à dire et merci beaucoup pour l'attention. Nous avons suivi avec intérêt le docteur qui nous a présenté
un exposé qui revient en grande ligne sur le contenu de l'étude. Cela qui ont eu la chance de parcourir l'étude ont été renforcés par l'exposé du docteur. Même ceux qui n'ont pas lu le livre, je pense qu'ils ont eu assez d'informations pour comprendre en fait le contenu du livre. Je pense que ce document-là, l'État va l'utiliser dans ses politiques publiques, mais pour les syndicats, ce document est une référence. Parce que comme on l'a dit, qui parle de garantie d'emploi parle de syndicat, qui a comme vocation de garantie d'emploi, mais également de sauvegarde. C'est pourquoi j'ai fait la transition pour donner la parole au camarade Heyman Diouf, secrétaire de la CSA, qui va faire un commentaire sur le livre. Merci pour l'introduction. Je pense que vous avez effectivement parlé des actions par le passé sur lesquelles nous sommes ensemble intervenus. Je pense que j'y ajouterai nos grands plaidoyers de part et d'autre avec nos partenaires à l'international sur les forums sociaux mondiaux. Je parlerai de 2004, je crois, à Bamako, à Nairobi, à Dakar en 2011. C'est tous des moments de réflexion sur l'impact des politiques néolibérales sur nos économies faibles au niveau africain. Je voulais donc remercier Arcade d'avoir organisé cette réflexion et permettre à Docteur de nous présenter effectivement ce rapport qu'il nous a transmis parce que nous avons contribué, comme il l'a dit, à alimenter avec des questionnaires son étude. Encore une fois, comme l'a dit Demba, Samba, que Dieu vous garde et continue à éclairer vraiment votre réflexion très fertile qui permet aujourd'hui de reconforter, comme je pense l'a dit Nuga tout à l'heure. Nous, les syndicats, nous avons toujours théorisé que la croissance ne se mange pas. Et je pense que vous l'avez interprété du point de vue macroéconomique en disant que quel que soit le niveau de croissance que nos économies néolibérales peuvent avoir en termes de hausse, elles ne garantiront jamais un plein emploi qui permet à nos jeunes de se mettre à faire ce qu'on appelle le Barça au Barça, ou bien à être là à faire des transports de Jakarta, ou à se mettre à se battre à chaque fois qu'il y a un petit problème. Je pense que la violence que nous connaissons aujourd'hui par cette jeunesse, c'est un réflexe de survie aujourd'hui. Et tout ce que nous devons tirer de cette étude, c'est qu'elle nous éclaire à nouveau sur les orientations que nous devons avoir. Et nous souhaitons que, parmi les propositions en tout cas qui doivent sortir d'ici, que des réflexions comme ça soient peut-être organisées avec les futurs candidats à la présidentielle, dont je pense qu'il y a un ici en face de moi, Allah, qui a la chance donc d'être le premier à assister à cette cérémonie. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle qui m'excusent, mais au moins, j'en déniche un au moins que je connais déjà. Je pense que c'est ce que je voulais vraiment rappeler en introduction, tout en se disant qu'en tout cas, nous, à la Confédération des syndicats autonomes, la CSA, nous avons pendant longtemps théorisé que aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous baser sur la création, sur les emplois formels en termes de baser sur l'emploi et l'industrie telle qu'elle est conçue au Sénégal. Nous devons élargir la base de la création d'emplois en revisitant les concepts comme la théorie qui était tirée de la théorie de Feu Mamadou Dia, à savoir la création de coopératives agricoles,
à mettre en place des dispositifs qui permettent de fixer les populations là où elles sont et à faire en sorte qu'elles aient des emplois qui leur permettent réellement de prendre en charge leurs préoccupations. Et je pense que, je ne sais pas si je me répète, mais effectivement, comme il l'a dit, dans les thèses des assises nationales, je pense que c'est des questions qui étaient revenues et qui ont permis au gouvernement de Macky Sall, dès son installation, de penser à mettre en place des acropoles et les zones concertées. Malheureusement, c'est des projets qui sont la plupart mornés, qui ne sont jamais arrivés à leur véritable... qui n'ont jamais atteint en tout cas leur degré de maturité pour permettre de fixer les populations en termes de création d'emplois décents et en termes même de rendre en tout cas les zones beaucoup plus vivantes en termes d'activité. Je pense que c'est des questions qui, si l'analyse de docteur, nous la corrélons avec ces théories sur comment, comme nous sommes un pays suffisamment rural, dont la grande partie dépend de l'agriculture, comment nous devons faire en sorte que ces zones dites centres, ces zones par exemple d'agriculture arachidière, vivrière, de mil et de sorgho, etc., comment nous pouvons expérimenter cette garantie d'emploi en tenant compte de ce potentiel qui existe. Je pense que l'autre potentiel sur lequel nous sommes en train peut-être de théoriser, il y a le gaz, le pétrole, mais en réalité, il y a les ressources minières. Et dans le cadre de ces ressources minières, aujourd'hui, ce que nous constatons, malheureusement, c'est que la plupart des richesses tirées du sous-sol sont exportées directement sans aucune intervention locale. Aujourd'hui, imposer à ces multinationales dans le cahier de charge de mettre en place, à mon avis, des industries de transformation, de pré-transformation, de transformation, permettrait de créer des entreprises qui vont peut-être renforcer, en termes de capacité de création d'emplois, les zones qui sont concernées. Il faut le regretter, ce qui s'est passé hier à Kédougou, dans la zone aurifère. C'est ça, c'est le malaise qui existe quand ces gens-là ne savent même pas ce qui se passe autour d'eux. Eux, ils savent que le sous-sol est riche, ils savent que les gens tirent, ils avaient l'habitude artisanalement de tirer de là. Mais quand ils sauront qu'il y a des tonnes et des tonnes qui sont sorties, que le Sénégalais ne voit même pas et qui est exporté directement, personne ne sait où ça passe parce qu'il y a des avions qui viennent prendre directement. Donc si aujourd'hui nous parvenions à faire en sorte que ces multinationales, qu'on leur impose qu'elles mettent en place des industries de transformation dans ces zones, je pense que les gens vont quitter Dakar pour aller à Kédougou, ou aller à Diogo, ou aller chez nos amis à Matam, des phosphates de Dendouri, ou quand tu vas dans ces zones-là, moi j'y étais, je pense, en 2016 ou en 2017, mais ça veut dire que tu ne sais même pas qu'il y a une industrie dans la zone. Tellement ça passe inaperçu au phosphate de Dendouri, quand tu vas sur la zone. C'est-à-dire que c'est ça, pour nous, le paradoxe. Nous avons des richesses et nous ne les exploitons pas à sa juste valeur. Donc, vraiment, c'est pour renforcer ce que disait le docteur. Comment nous pouvons, par rapport à ce concept de garantie d'emploi, faire en sorte de mobiliser les ressources au niveau national en termes de ressources humaines, en termes de ressources du sous-sol, pour que nous puissions développer des pôles de développement vraiment centrés sur l'économie de la zone. Je pense que c'est peut-être dans ce sens-là que je voulais
accentue mon commentaire. L'autre aspect peut-être de l'étude, c'est, vous l'avez pas peut-être bien développé, c'est vrai qu'il y a les investissements sur les infrastructures. C'est vrai, c'est des éléments de contexte qui sont importants. Si nous prenons l'exemple de l'investissement qui aurait dû être le premier pour moi, c'est comment faire en sorte que le rail revive de Dakar à Bamako, de Dakar à Matam, en passant par la boucle. Je pense que ça, c'est des investissements qui permettent vraiment de donner encore une vie à ces différentes localités qui, depuis l'arrêt du rail, c'est des zones qui sont complètement mortes. Moi, si on prend l'axe Linguère-Tara, etc., c'est des zones où aujourd'hui les productions laitières pourrissent et sont versées. Donc je pense que c'est autant d'éléments qui montrent que notre pays a besoin en tout cas de penser en termes d'orientation de nos investissements pour permettre de capter les énergies que déploie notre jeunesse pour que nous puissions créer vraiment suffisamment d'emplois porteurs. Maintenant, si nous revenons à certaines recommandations, je pense que nous, en tout cas, syndicats, nous avions bien insisté sur la recommandation de promouvoir la concertation au niveau de comment mettre en place ce concept de garantie d'emploi. Je pense que c'est une question qui peut revenir, en tout cas, dans les débats, qui permettent que tous les acteurs se parlent, que l'on puisse réellement poser du doigt qu'est-ce que nous voulons comme emploi. Parce que si c'est vraiment que notre pays regorge de jeunes qui traînent à longueur de journée avec des Jakarta qui tournent tous les jours, c'est pas là. Si dans notre pays, les gens n'ont pas d'autre solution que à chaque événement, il suffit d'une petite infraction pour que tout s'embrase, je pense que ça demande à ce que nous puissions réfléchir sur la bombe de ce qu'on appelle le chômage et le sous-emploi dans notre pays. Les statistiques le montrent effectivement. Les créations d'emplois sont infimes si nous le comparons à la demande. Effectivement, la garantie de pouvoir dire que nous allons assurer un salaire minimum garanti à toute cette masse de jeunes, maintenant il faut les canaliser et les orienter vers des activités productives. Je pense que quelqu'un le disait la dernière fois, si nous ne faisons pas attention, nous allons perdre beaucoup de création de métiers. Parce que les jeunes ne travaillent plus, ne cherchent plus à avoir un métier. Ceux qui sortent de l'école, ils vont aller acheter j'ai la phobie de ça. Ils vont acheter un Jakarta et ils vont continuer à courir. Ils cherchent peut-être à aller à l'extérieur. Alors qu'ils devraient pouvoir aller apprendre un métier, d'être un maçon, d'être un électricien, d'être autre chose qui permettent de créer des emplois. Moi, quand je regarde je traverse parfois le BRT, les chantiers, mais ce que je vois là-bas en termes de main-d'œuvre chinoise, ça me révolte. Ça révolte parce que c'est des métiers que nous avons sur place et que nous pouvions faire en sorte que ces jeunes qui ont ce métier puissent travailler dans ça. Mais aujourd'hui, c'est à peu près partout dans ces chantiers où il y a les Chinois. C'est une main-d'œuvre importante chinoise qui est là. En ce moment, nous, nos jeunes, sont restés à ne rien faire. Ou bien même s'ils sont là-bas, ils sont surexploités par rapport à ce qu'ils devraient gagner. Donc je crois que c'est des réflexions, en tout cas, que nous pouvons ajouter à cela, tout en reconnaissant effectivement la profondeur des concepts qui sont revisités par Ndongo sur la question de la croissance, sur la question de l'emploi, sur la définition de qu'est-ce que nous devons attendre comme emploi décent. Parce que nous, dans notre concept, comme le rappelait souvent Djouga tout à l'heure dans les théories que nous avons avec nos internationales au niveau du BIT,
Un emploi décent, c'est un emploi qui permet à un individu d'avoir un salaire décent, qui lui permet de vivre, qu'il ait une protection sociale, qu'il ait droit à un dialogue social avec son employeur pour lui permettre de poser ses préoccupations. Aujourd'hui, si tu donnes à un jeune qui a la garantie d'emploi, il a un salaire minimum garanti, le SMIC, s'il n'a pas la possibilité, s'il est marié, de pouvoir soigner sa famille quand elle est malade, etc., s'il n'a pas une garantie de pouvoir avoir une protection sociale, c'est zéro. Parce que si on revisite le système sanitaire dans notre pays, encore une fois, comme vous l'avez dit, ça ne dédouane pas l'État de pouvoir faire en sorte que les gens soient pris en charge quand ils sont malades, qu'ils soient éduqués. Quand on revisite ce système sanitaire, quand on est malade, si on n'a pas les moyens, on est mort. Donc, il faut une protection sociale à tous ces gens qui tapent à la porte de l'emploi pour qu'ils permettent de pouvoir survivre. Sinon, ce sera des emplois pour en créer. Là où on donne à des gens, les volontaires, 50 000 francs, 60 000 francs par mois, c'est rien par rapport à ce qu'ils doivent faire quand ils sont malades, quand ils doivent louer une chambre, etc., etc. Donc, je pense que c'est des questions qui, si on les maîtrise en amont, comme vous l'avez dit, si nous avons la possibilité de fixer les gens dans un terroir, le coût de construction étant moins élevé, ça permettra aux gens d'accéder à un logement plus ou moins décent, à des coûts moindres, et ils pourront en tout cas se soigner et vêtir leurs enfants quand ils en ont besoin. Voilà donc des réflexions, en tout cas sur lesquelles, des commentaires que nous voulions ajouter à la présentation de Ndongo. Pour le reste, je pense que nous avons ensemble avec vous revisité certains concepts. C'est des concepts sur lesquels je ne reviendrai pas. En tout cas, se féliciter pour ne pas prendre trop de temps. Se féliciter de cette présentation parce que nous avons la possibilité, nous, de l'avoir, mais dans un cadre comme ça, donne en tout cas à d'autres la possibilité d'apporter des contributions et de pouvoir aussi populariser l'étude de sorte que la réflexion soit poursuivie dans d'autres sphères et qui permettront de constater de visu que nous pouvons faire quelque chose. Mais comment, quelle volonté nos politiques ont de dire que nous voulons aller vers le plein emploi, vers un emploi décent. Je pense que ça mérite en tout cas des concertations et des concertations. Et maintenant de prendre des décisions réellement idoines et pas des décisions pour plaire ou bien des décisions pour orienter une clientèle politique, etc., etc. Vraiment, c'est en tout cas l'appel que nous pouvons lancer au niveau des centrales syndicales, c'est populariser cette réflexion, faire en sorte que nous puissions développer ce débat-là avec les futurs candidats à la présidentielle et voir comment nous pouvons peser sur les orientations de leur programme quand ils seront élus président de la République. Merci en tout cas le président. Merci Demba de nous avoir donné cette occasion. Nos encouragements à notre ami et frère Dr Demba, Dr Ndongo, et vraiment nous encourageons cette réflexion et cette capacité à développer suivant ces thèmes-là et d'autres que vous avez déjà faites sur notre politique de développement. Je vous remercie et je remercie au passage tous les doyens que j'ai vus à côté et qui, en tout cas, nous ont toujours inspirés dans ce que nous faisons d'une manière ou d'une autre par rapport à comment faire en sorte de défendre notre pays, comment faire améliorer le vécu des travailleurs dans notre pays. Merci beaucoup, Président. Merci. Nous vous remercions de nous avoir invités en tant que représentants du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal, qui est dans un pays normal, une telle structure ne devrait même pas exister. En réalité, le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal est une association créée depuis le 25 août 2011. Cette structure a été créée
à l'université Cheikh Anta Diop, plus précisément la faculté de droit. À l'époque, certains de nos grands frères du 3e cycle qui étaient à la faculté de droit avaient senti, en tout cas, le mal venir. D'où l'urgence pour eux de se regrouper pour créer une telle structure, dénommée le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal. Une structure qui aujourd'hui compte parmi ses membres 8000 jeunes, tous des diplômés, soit du supérieur ou du secondaire, qui ont des qualifications, qui sont sortis dans des universités publiques ou dans des écoles et instituts de formation professionnelle. Depuis lors, à chaque fois nous nous faisons nous entendre par des conférences de presse, par des sittings, par des marches, ou quelquefois on nous l'interdit, ou quelquefois certains d'entre nous sont retenus et collés de motifs. C'est vrai, certains des Sénégalais nous taxent des paresseux parce que pour eux, l'emploi est une affaire personnelle. Mais nous disons non aussi. Parce que la situation que nous traversons présentement est une situation qui nous a été imposée par la mauvaise politique, par les mauvais choix politiques de l'État. En vous entendant parler et traverser un peu vos commentaires, j'ai dû noter certains points, en tout cas les causes du chômage, les conséquences et solutions. Si nous devons chercher les causes du chômage, nous, en tout cas du regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal, nous l'imputons directement à l'État. Parce que l'État est le premier organisateur, en tout cas des conditions d'emploi dans ce pays. Mais nous avons constaté que cet même État qui devait nous encadrer, nous soutenir, nous former, nous laisse en rade avec des prétextes comme quoi il y a un problème d'inadéquation de l'emploi par rapport, de la formation par rapport à l'offre. Donc, ce que vous venez d'expliquer tout de suite, quand vous disiez employabilité, nous disons que ce n'est pas nous qui choisissons les programmes que l'État a mis en place pour que nous puissions suivre un curriculum du préscolaire à l'université. Je pense que c'est l'État qui donne en tout cas les matières à enseigner auxquelles nous avons suivi. Certains parmi nous n'ont pas pu dépasser le primaire. Certains parmi nous également sont calés au BFM. Certains au bac. Et nous, qui aujourd'hui Dieu a donné la chance d'aller jusqu'à l'université à avoir nos diplômes, aujourd'hui nous sommes les plus marginalisés dans ce pays. Nous avons toujours demandé de rencontrer les autorités pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons, nous aussi, apporter notre contribution par rapport à cette situation qui nous est imposée. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a un problème, l'État préfère convoquer les leaders à qui l'on distribue des millions au palais, à la place d'appeler les diplômés du supérieur qui ont fini quand même à avoir des diplômes et qui ne demandent que d'être insérés, qui ne demandent que d'être financés, qui ne demandent que d'être encadrés. Dans cette lancée, effectivement, l'État a mis en place des agences pour essayer un peu d'encadrer des jeunes, soit par le 3FPT qui forme, l'ADER qui finance, à côté il y a FONZIP, FONZIS et autres. Mais nous avons constaté
que l'État qui recrute en général, c'est par des pratiques népotiques, clientélistes ou par des pratiques malsaines. Et d'ailleurs, la fois dernière, le mois passé, on a dû même déposer une plainte au niveau de l'OFNAC pour le tout dernier recrutement qui a été effectué par l'État, le recrutement dans la fonction publique. Nous avons constaté qu'à chaque fois qu'il y ait une liste qui sort, à côté, nous constatons que ceux qui sont recrutés en général sont ceux-là qui habitent dans la même localité que le ministre ou par les DG qui composent en tout cas le ministère. Auparavant, nous avions même déposé une plainte contre Maria Massa parce qu'à l'époque, les listes qui sortaient, nous avons constaté qu'il y a toujours, si vous pouvez me le permettre, une kaolakalisation, en tout cas des fonctions publiques. Aujourd'hui, c'est la urbanisation, en tout cas, dans la liste que nous avons constatée récemment de la fonction publique. Et vous aurez peut-être la suite par rapport à la plainte que nous venons de déposer à l'OFNAC. L'État nous dit très souvent, en tout cas pour ses représentants, que l'État ne recrute pas. Mais nous disons non, l'État recrute. Parce que quand l'État a besoin des agents pour la fonction publique, il passe au recrutement. Mais comment il recrute? À côté aussi, nous avons constaté qu'il y a aussi une limitation par rapport aux concours, qui ne sont plus annuels. Aujourd'hui, pour faire le concours de l'ENA, on vous dit 33 ans, vous ne pouvez pas le dépasser. Le concours de crème, 30 ans. Le concours de la police, 30 ans. Or, ils ne prennent pas en compte le système, en tout cas le bouleversement du système éducatif sénégalais. Aujourd'hui, pour avoir le master au Sénégal, il vous faut plus de 30 ans. Même si vous avez le bac à 17 ans ou 18 ans. Parce que le calendrier universitaire n'est plus maîtrisé. Une seule année peut se faire. Vous pouvez faire la même année 2 ans. La première année, pour la terminer, il vous faut 2 ans. Parce qu'il y a toujours des troubles. La deuxième année, pareil. Quand est-ce que vous allez avoir votre master? Presque 35 ans. Et là, on vous dit, pour faire tel concours, il vous faut 30 ans. On ne favorise pas donc la qualité, mais la médiocrité. Parce que pour avoir un master maintenant, avec ces bouleversements scolaires, il faut 35 ans. Or, 35 ans, vous ne pouvez plus faire l'ENA. Parce que ça se limite à 33 ans. En plus de ça, ce n'est pas chaque année qu'on organise ces concours. Imaginez quelqu'un qui a 32 ans ou 33 ans, qui se dit, oui, cette année, je vais vous préparer pour l'ENA. Si le concours n'est pas organisé cette année, l'année prochaine, on vous disqualifie directement. Ce n'est pas une injustice, ça? Mais cela favorise aussi le chômage. On ne nous laisse plus le choix de choisir en tout cas nos métiers. À côté, on nous parle des recrutements privés. Là aussi, même les entreprises privées maintenant ne recrutent pas directement. Ils préfèrent en tout cas tisser des collaborations avec des entreprises intermédiaires qui exploitent les jeunes Sénégalais aujourd'hui. Il faut nommer le mal. Ces entreprises, au lieu de recruter directement, je me tairais du nom, au lieu de recruter directement, mais là, on cherche des entreprises qui vont recruter à leur place, qui exploitent, qui à chaque fois peuvent, en tout cas, renvoyer des jeunes comme ils veulent. Et même si vous allez déposer une plainte, vous allez au niveau de la direction de l'emploi, on ne sait pas, des chambres, en tout cas, qui défendent les jeunes, malheureusement, ça n'aboutit nulle part. L'auto-emploi est là à côté. Et la plupart des jeunes Sénégalais aujourd'hui qui ne comptent plus, en tout cas, sur le recrutement de l'État ou de ses entreprises. En tout cas, moi, personnellement, j'ai fini de faire le tour des entreprises du Sénégal. Malheureusement, pour trouver même un stage, c'est un problème. On ne va même pas vous appeler.
où vous demandez qu'est-ce que vous avez fait comme étude, ainsi de suite. Pour l'avoir, il faut avoir un parent qui est dans une entreprise ou quelqu'un qui va vous recommander. Mais de par vous-même, vous pouvez faire 2 ans à chercher et ne pas trouver une entreprise même qui va vous faire un entretien pour vous demander qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des diplômés du supérieur ou ceux qui ont eu des formations professionnelles sont dans des métiers que nous connaissons tous. Allez à Sandaga, ici à Colobane, ceux qui sont aujourd'hui dans la friperie, Fogediaï, la plupart d'entre eux sont des diplômés sans emploi. C'est nos membres. Ceux qui sont aujourd'hui dans les tchak-tchak, les motos Jakarta, la plupart d'entre eux sont ceux qui disposent soit d'une licence ou soit une maîtrise. Sans compter, en tout cas, les places publiques au niveau des agences de l'ONAS, les kiosques de l'ONAS, le pari-foot est devenu aujourd'hui, en tout cas, la première fréquentation des jeunes. Il y a des jeunes, quand ils se lèvent le matin, le premier endroit à fréquenter, c'est le pari-foot. J'ai 300 francs, je vais chercher un ticket. Même les enfants qui sont à la maison, moins de 15 ans, dans leur portable maintenant, il y a le XBet qui est installé. Jusqu'à quand? Et pourtant, on laisse passer. Et dans les publicités, on dit moins de 18 ans, vous ne pouvez pas jouer. Mais si on permet à ces jeunes de moins de 18 ans qui ont des portables de jouer le pari-foot dans le portable, moi je ne sais pas quel contrôle aujourd'hui l'État peut faire par rapport à ça. Ça, c'est l'emploi en tout cas qui paye au mieux aujourd'hui au Sénégal. Des jeunes qui gagnent de l'argent en longueur de journée, mais comment ils vont aspirer à étudier jusqu'à arriver à l'université? Moi, en tout cas, je ne peux plus conseiller un jeune à la maison lui demandant de ne pas jouer le pari-foot. Mais qu'est-ce qu'il va me dire? Mes grands frères, tu as étudié, tu as ton diplôme, tu as tes Master 2. Qu'est-ce que tu es devenu? Même pour assurer la dépense à la maison, c'est des problèmes. Au moins, avec un ticket de 300 francs, je peux subvenir à mes besoins quotidiens. Ça, c'est un mal au Sénégal. Les financements qu'on nous sente partout. En 2021, le président avait dit qu'il nous avait compris, qu'il allait prendre, en tout cas, cette question en charge. 450 milliards annoncés, annuellement 150 milliards. En tout cas, moi qui vous parle, l'ADER, si je ne m'abuse, a été créé en 2019. Nous, regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal, avons constitué 9 projets que nous avons déposés au niveau de l'ADER. À l'époque, c'était un dépôt physique au niveau de la caisse de dépôt et consignation au niveau de la VDN. Nous avions déposé 9 projets. Jusqu'ici, aucun de nos projets n'est financé. Et pourtant, c'est en 2019, l'année où l'ADER a été créée. Entre-temps, combien de projets ont été financés? Et lesquels des projets? Et qui sont ces cibles aujourd'hui qui sont financées? Et après, 2021, on nous dit maintenant, ce n'est plus un dépôt physique, il faut un dépôt électronique. Nous avions déposé. Et à chaque fois, on nous dit, oui, on finance, on finance, on finance. Mais qui finance-t-on dans ce pays? Il faut être dans leur camp. Quand je parle dans leur camp, il faut faire de la politique. Il faut être derrière un DG. Il faut être derrière un ministre. Quand il a besoin de vous, vous lui amenez, soit vous portez des t-shirts, vous lui amenez des sièges, vous l'applaudissez, vous l'accompagnez. Et comme ça, la nuit, vous amenez votre projet chez lui. Il va essayer de démarcher pour que votre projet soit financé. C'est dans ce pays que l'on voit des jeunes amener leur projet. C'est leur leader. Au bout de 2 ou 3 mois, les projets sont financés. Autrement dit, les vrais entrepreneurs ne sont pas accompagnés dans ce pays. Un jour, je me suis amusé à rendre visite à une autorité dans son bureau, à qui j'ai exposé mon problème. Je lui ai dit, ça fait 3 ans que j'ai déposé mon projet et jusqu'ici, on ne m'a même pas appelé pour me demander de venir le rencontrer et de soutenir mon projet, les idées de mon projet. Mais je me rends compte qu'il y a des jeunes qui sont dans la politique, qui au bout de 2 mois, leurs projets sont financés. Et auparavant, ils n'avaient même pas une idée de projet. Mais c'est leur leader même qui leur demande d'aller chercher un projet et de le remettre.
Conséquence, qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? La plupart de ces financements, qu'est-ce que les jeunes en font? Après, ils cherchent la mer ou soit le désert. Mais ils cherchent à quitter le pays parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. Tout ce qui les intéresse, j'étais derrière toi, maintenant tu dois me donner un financement. Et puis voilà, là, et ceux qui ne partent pas aujourd'hui échouent lamentablement. Parce que ce ne sont pas des entrepreneurs, ils ne sont pas préparés à ça. C'est une entreprise à distribution d'argent. Et qui paye, c'est nous le contribuable. C'est dommage. Et quand quelquefois je suis à la télé, j'entends des gens dire oui, que les jeunes doivent croire en eux, qu'il y a des potentialités dans ce pays qui peuvent réussir ici. Mais comment réussir ici si vous n'êtes pas soutenu? Comment vous pouvez parvenir si vous avez un projet bancable, fiable, qui devait être soutenu et malheureusement parce que vous n'êtes pas de l'autre côté, vous êtes laissé en rade. La frustration en fin de compte, qu'est-ce qui vous reste? C'est de quitter ce pays. Parmi nous, des diplômés sans emploi, il y en a certains qui prennent la mer. Il y en a certains qui sont là-bas de l'autre côté, qui ont réussi. En 2019, nous avons connu certains d'entre nous qui sont restés en mer, au nombre de 3. Qui sont restés en mer, des diplômés du supérieur. Certains qui ont fini par avoir leur licence, leur master, prendre la mer. C'est une honte au Sénégal. Et quand vous le dites, on vous taxe d'opposant ou de quelqu'un qui est là juste pour critiquer, mais en réalité, on est paresseux. Non, nous ne sommes pas paresseux. Nous voulons réussir dans ce pays, car un pays a construit beaucoup plus de potentialités qu'également ces pays qui sont déjà construits, auxquels les jeunes cherchent aujourd'hui à immigrer. Donc c'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de partager, en tout cas ce podium, avec ces intellectuels que nous suivons de loin. C'est avec fierté que je suis là également, représenter le regroupement des diplômés sans emploi. Et nous pensons également qu'au sorti, en tout cas, de cette manifestation, nous ne manquerons pas en tout cas de trouver des portes. En tout cas, des gens qui vont venir à nous, échanger avec nous car nous avons un siège. Nous cherchons également des partenaires car nous avons des projets qui peuvent quand même regrouper plusieurs jeunes autour de nos projets. Des perspectives qui sont en tout cas à notre siège, mais nous manquons en tout cas des accompagnants, des encadreurs, des gens qui vont venir nous assister. Nous vous le demandons. Et nous vous demandons d'être en tout cas notre porte-voix. Peut-être il y a des endroits où notre voix ne peut pas quand même arriver. Nous vous demandons d'être nos ambassadeurs. Nous représentons des milliers de jeunes qui sont partout, en tout cas dans ce pays. Des gens qui ont des diplômes, qui aujourd'hui sont dans le désespoir total, qui sont retournés chez eux. Même ceux qui ont commencé à entreprendre par leurs propres moyens sont dans des difficultés. Un jeune nous avait dit l'année passée que mon père m'a aidé à trouver une somme de 2 millions. Malheureusement, je me suis lancé dans l'agriculture. Quand je suis arrivé à terme, en tout cas de ma récolte, je n'ai pas vu de clients. Donc, toute ma récolte est pourrie. Aujourd'hui, je reviens à Dakar pour être dans la friperie. C'est décourageant. Vraiment, je vous remercie en tout cas pour nous avoir donné la parole. Nous ne pouvons que réitérer nos encouragements à votre groupement et vous dire que vous avez votre place dans ce cadre de réflexion, mais également dans toutes les initiatives que nous aurons à prendre, aussi bien pour la recherche d'emploi, mais également pour la garantie d'emploi. On a eu des exemples de jeunes diplômés qu'on a voulu insérer. Ici, c'est le président des jeunes de la CNTS. On a eu un programme avec un partenaire extérieur pour essayer d'insérer des travailleurs. Au départ, nous avions une cible de combien 50 environ, 50 emplois à créer. Mais en fin de compte, on n'a créé rien du tout. Non,
les seuls emplois qu'on a créés, c'est les emplois que nous avons créés dans le cadre du projet, ce qui animait le projet. Sinon, on n'a pas pu trouver un emploi pour une seule personne, pour chercher des diplômes. Donc c'est un vrai problème au Sénégal, hein, cette question d'emploi. Donc, et vous l'avez dit également, hein, il y a le problème donc, du financement équitable, qui n'est pas fait. Les financements, les agents de financement, il y a beaucoup d'argent qui est là, hein. C'est des milliards qui sont mobilisés, hein. Mais comment c'est réparti? La répartition est basée sur des considérations politiques, hein, ça on le sait. Hein, ça, il faut le dire, c'est la réalité. C'est pourquoi vous êtes resté des années durant à déposer des projets qui sont carrément mis dans des trous, ce qui n'est pas juste. En tout cas, nous allons poursuivre le travail ensemble avec vous, n'est-ce pas, pour essayer de trouver tant bien que mal des solutions à vos difficultés.